Merci à Télécom Paris d'avoir permis la programmation de ce webinaire sur le sujet de la retraite. Et voilà, je me présente. Je suis Pierre-Xavier de Marliave, directeur du développement du cabinet Air Conseil Retraite. Et nous avons la chance d'accueillir ce soir Monsieur Guillaume Roquebert, qui est une référence nationale dans le domaine de la retraite, si ce n'est la référence. Guillaume est ingénieur de formation. Il a cofondé il y a 26 ans le cabinet Air Conseil, cabinet spécialisé en droit retraite, reconstitution de carrière, conseil en rémunération, optimisation des droits à la retraite et accompagnement à l'obtention des pensions. Alors on se retrouve ce soir dans un contexte un peu particulier. Vous savez qu'en décembre dernier, pour éviter une nouvelle chute du gouvernement, et alors que l'adoption du budget pour 2026 devenait de plus en plus urgente, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a dû abattre sa carte maîtresse, la suspension de la réforme des retraites, pour les retraites prenant à compter du 1er septembre 2026. Alors, suspension ne vaut pas abrogation et à partir du 1er janvier 2028, le relèvement de l'âge de départ à la retraite sera de nouveau mis en application, sauf si un éventuel candidat élu s'engage à le suspendre définitivement. Alors, le sujet n'est donc pas terminé, bien au contraire, et si l'État suspend cette réforme, chacun d'entre nous reste confronté à une réalité concrète et très personnelle, celle de préparer et d'optimiser ses revenus à la retraite. Et c'est là que se joue la différence entre subir et anticiper. La retraite n'est plus simplement une affaire de droit acquis, mais une véritable stratégie patrimoniale et financière. Elle suppose d'analyser ses parcours, de mesurer les leviers disponibles et de bâtir une vision d'avenir. Et pour nous éclairer sur ce sujet essentiel, je vous invite donc à écouter Guillaume avec attention et intérêt. Nous prévoyons une séance de quelques questions à la fin du webinaire et je vous encourage à poser vos questions dans le chat. On les prendra les unes après les autres à la fin à la fin de la présentation. Merci de votre attention. Guillaume, à toi. Merci Pierre-Xavier, bonsoir à toutes et à tous. Petit contre-ordre, les questions sont à poser dans questions et réponses, le Q&A qui est indiqué en bas de votre réponse plutôt que dans le chat. Ce sera beaucoup plus facile. On essaiera d'y répondre le plus possible. Merci Pierre-Xavier de cette introduction. Ce qui va nous occuper ce soir, c'est particulièrement la compréhension de ce système de retraite français et des droits qui sont organisés au sein de ce système. Le, les droits, on va les voir, c'est très spécifique, c'est pas forcément ce qu'on peut entendre toujours dans la communication faite sur ce système par les médias ou même les institutions. Euh, on va casser quelques mythes et on va surtout voir concrètement comment sont organisés les droits et comment un jour ils sont transformés en pension de retraite. Alors, nous sommes, voilà, on va préciser un peu notre cabinet Air Conseil Retraite que j'ai cofondé il y a 26 ans, expert sur ces domaines-là, et on va les explorer aujourd'hui. Lorsqu'on parle de retraite en France, régulièrement, soit dans les dîners, dans les conversations de réseau professionnel ou autres, euh, il se dit beaucoup de choses, et malheureusement, on manque souvent de matière pour dire des choses qui soient effectivement euh, soit optimistes, soit du moins plus rationnelles. Quand on parle de retraite en France, on pense toujours à bah, si un jour je touche ma retraite, oui, effectivement, il faut que je m'en préoccupe. Ou bien on peut avoir cette version aussi plus optimiste, pardon, de dire bah moi de toute façon je serai centenaire et donc j'ai intérêt à soigner les pensions de retraite futures. Voilà, donc il y a plein de sujets. Mais brossons un petit peu la situation de la retraite en France, et notamment par ces chiffres-là que nous avons et que je voulais vous présenter rapidement. Alors, je vais essayer de mettre un pointeur. Voilà, ça va pas être ça. Il est en bas. Pardonnez-moi. Voilà, un pointeur laser. Euh, le constat qu'on fait aujourd'hui, ce sont des rapports du Conseil d'orientation des retraites et autres institutions de mesure et où, postérieurs aux activités et aux actions, comme la Cour des comptes,
on se rend compte déjà aujourd'hui qu'une grande majorité de Français part à la retraite entre 62 et 65 ans, et même une bonne partie après 65 ans. Donc finalement, on se demande si c'est lié au prolongement de l'âge légal. La réponse est non, au décalage de cet âge légal. Ou bien est-ce que c'est parce qu'on n'obtient pas tous ces droits et ce fameux taux plein, dont vous avez certainement entendu parler et qu'on va voir ensemble ce soir, qui fait que voilà, il est peu probable de partir avant 62 ans en France aujourd'hui. La Cour des comptes, je vous mets deux petits éléments là. La Cour des comptes, qui donc fait des constats a posteriori, comme je le disais à l'instant, a pu déjà, et en fait le fait très régulièrement, pratiquement chaque année, établir qu'il y a malheureusement de graves manquements dans l'enregistrement des droits et dans le calcul au moment où l'on part à la retraite. Euh, autre sujet important, et vous le savez peut-être déjà bien sûr, au cours de sa carrière, on peut être passé par différents régimes de retraite euh, et ce qui fait qu'un jour, en fait, vous allez devenir ce qu'on appelle des polypensionnés. C'est-à-dire que vous allez percevoir des pensions de plusieurs régimes de retraite. Et on verra un peu ce détail ensuite. Et c'est pratiquement la moitié de la population qui est effectivement polypensionnée. Les pensions moyennes en France, alors, c'est un premier chiffre qui peut-être va vous faire hurler. Je ne vous entends pas, mais c'est possible, je comprends. La pension moyenne en France est de 1660 euros brut. Bon, voilà, et effectivement, Pierre-Xavier, vous précisez en introduction que bah, dans une situation particulière, on attend un petit peu euh, ce qui va se passer, notamment dans l'application de cette suspension dont on vient de parler, mais aussi de l'application indirecte, c'est-à-dire au travers des autres régimes de cette suspension. Donc il y a déjà eu un premier décret qui a validé qu'effectivement on gelait l'âge légal. Maintenant, on attend le reste des décrets avec impatience. Euh, Faisons un tout petit peu d'histoire. C'est toujours intéressant de faire un coup de rétro pour regarder où l'on va et parler un tout petit peu des origines du système de retraite. Il faut comprendre que dès le XVIIe siècle, en France, on a installé ce qu'on a appelé la première protection sociale, en définitive, du travailleur, qui était la Caisse des Invalides de la Marine royale. À l'époque, Colbert, ministre de Louis XIV, hérite donc d'une très grosse armada de la marine royale que Richelieu avait constituée, mais malheureusement, il y avait peu de marins dedans. Pour les faire naviguer, c'était compliqué. Ce qui fait qu'il a eu cette idée, c'était donc pas l'idée de protéger de prime abord le salarié, mais plutôt de faire en sorte que, en mettant en place cette case d'invalide et certifiant qu'en cas d'invalidité ou de décès, une rente était versée, euh, eh bien, ça permettait d'attirer, de faire un recrutement solide et rapide. Et donc ensuite, c'est passé au XVIIIe siècle. Euh, En fait, ce que je voulais vous dire par cette frise-là, c'est surtout de comprendre que des situations en France ont appelé à la création des régimes et de protection de retraite. Euh, mais cela dit, un tout petit peu de cocorico, pardonnez-moi, nous l'avons fait nous en France dans un intérêt, enfin avec des mesures qui étaient immédiatement bénéfiques pour les assurés. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ces régimes d'invalidité de la Marine royale, de retraite des fonctionnaires ou des développements des régimes spéciaux, à chaque fois a bien fait en sorte qu'effectivement, il y ait versement de pension. Et je vous dis ça parce que à la fin du 19e siècle, en Allemagne, chez Bismarck, c'est Bismarck qui met en place un régime de protection sociale des ouvriers en Allemagne, mais on pourrait dire intelligemment, fait en sorte que les pensions puissent être touchées qu'à partir de 70 ans. Donc l'âge légal à ce moment-là est de 70 ans. Or, alors, l'espérance de vie en Allemagne en 1886, c'est 46 ans. Donc, ils ne prenaient pas beaucoup de risques. C'était un bon business model. Voilà. Donc, c'était juste pour faire un petit aparté sur l'histoire. Voilà, mais au cours du 19e, 20e, se créent systématiquement des régimes pour protéger les assurés jusqu'à la création de cette sécurité sociale qui a été faite par l'ordonnance de 1945 qui crée notre système actuel et notamment la branche retraite dont on va parler dès maintenant. Alors, pour comprendre ce système, il faut comprendre quels sont ses droits. Mais je vais vous placer ces droits au sein même du système de retraite qui existe aujourd'hui. Nous avons, dans le système de retraite français, des régimes de base. Régime de base, et je vous donne un mot-clé qui est important. Il faut comprendre que le régime de base, c'est un régime directeur. Et que sans lui, il ne se ferait pas grand-chose. C'est lui qui dirige. Mais j'en reparlerai après.
Le régime de base, c'est un régime obligatoire, c'est-à-dire que les cotisations que vous versez, et vous savez qu'en France, on est assez bon de prélèvement de charges sociales, eh bien, les charges que vous payez sont obligatoires. Vous devez les verser sur un revenu brut. Vous savez, c'est bien la grande différence qui est entre le brut et le net, c'est le chargement social qui est au milieu. Et donc, ce chargement social, parmi ces charges sociales, il existe des cotisations qui sont liées à la vieillesse. C'est un régime dit par répartition parce que ce qui est prélevé en cotisation sert au versement des pensions de retraite des retraités. Et c'est un régime qui s'exprime en trimestre et en revenus. Alors, aussi parfois en points, mais rarement. Pourquoi je dis trimestre? J'insiste là-dessus parce que justement, c'est le premier mythe que je voudrais casser, c'est que souvent on parle d'annuité. On entend dans nos communications souvent ce terme d'annuité, mais il faut bien comprendre que l'annuité, ce n'est rien, ça n'a pas de sens. Je dis tout de suite, ça ne compte pas. Il n'y a pas d'annuité en soi dans le calcul des pensions de retraite. On parle de trimestre. Il s'agit bien de valider des trimestres. Et on va voir pourquoi. Donc l'annuité, ça sert à rien de le retenir, ça n'a pas de sens. Euh, Ensuite, il y a au-dessus les régimes complémentaires. Alors, ces régimes complémentaires sont tout aussi obligatoires. Et vous savez, par exemple, si vous êtes salarié, ça s'appelle la GFCAFCO. Si vous êtes une profession réglementée, ça s'appelle CIPAV, comme un architecte, par exemple. Euh, et ces régimes complémentaires sont tout aussi obligatoires, c'est-à-dire que les cotisations sont prélevées sur un brut ou à partir d'un net, ça dépend. Mais quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. Et c'est aussi un régime par répartition. On va se concentrer, nous, sur ces deux régimes-là, sur ces deux piliers, régime de base, régime complémentaire pour cette présentation. Mais je vous précise tout de même qu'il existe un troisième niveau qui s'appelle les régimes supplémentaires. Et ceux-ci sont facultatifs, donc ce ne sont pas des régimes obligatoires. Ils sont facultatifs, c'est-à-dire que soit ils vous sont proposés dans le cadre, pardon, euh, chez votre employeur, il vous est proposé des épargnes collectives qu'on appelle des PERCO, des plans d'épargne retraite collectifs, ou PERCOL, ça dépend du mot, les PERCO utilisés différemment. Et ou bien c'est vous-même qui avez souscrit auprès d'un assureur ou d'une banque à un plan d'épargne qu'on appelle le plan de retraite individuel. Ce qui s'appelait autrefois l'article 83 est devenu le PERCO, ce qui s'appelait 86, 89, il y en a plein, 39. Ouais. Tout cela, ce sont des facultatifs et en fait, c'est de l'argent que vous récupérez. Pas des pensions, vous avez placé de l'argent, enfin, vous avez mis de l'argent sur ces plans et vous récupérez de l'argent. Voilà. Donc, soit en rente, soit en capital, soit le mix des deux, actuellement. Donc, voilà le système actuel, cette pyramide de fonctionnement de la retraite en France. Et je vous remets en synthèse, en régime de base, on valide des trimestres et des revenus, parfois des points. En régime complémentaire, seulement des points. Et tout de suite, ce que vous ne verrons pas, la rente ou le capital. Donc, je résume. Vous validez en droit français trois natures de droit. Les revenus, le trimestre et les points. Voilà. Donc, c'est ce à quoi il faut faire attention. C'est-à-dire que quand vous téléchargez, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire, téléchargez vos relevés de situation individuelle, vos relevés, il y en a plusieurs à télécharger. Euh, il y a celui qui s'appelle le relevé individuel de situation qui reprend tous les régimes. Vous pouvez télécharger depuis le site de l'assurance-retraite.fr ou Info Retraite ou Mon Compte Retraite, que c'est. Moi, je vous recommande l'assurance-retraite.fr qui est vraiment le site institutionnel de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour le régime général. Donc, vous avez le relevé individuel de situation, le relevé Agir Carco si vous êtes par exemple dans ce régime des salariés, mais toute autre caisse a ses propres relevés et que vous devez aller chercher. Et enfin, le relevé de carrière, purement caisse nationale d'assurance vieillesse si vous êtes salarié, qui relève notamment les revenus retenus pour le calcul des pensions. Donc on peut pas faire qu'avec un seul revenu, un seul relevé, il faut prendre ces trois relevés. Ça, c'est très important. Donc, vos droits, pardonnez-moi, sont bien des revenus, des trimestres et des points. Je veux vraiment que vous reteniez ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui va vous permettre de bien comprendre comment sont calculées vos pensions et comment vous cotisez aujourd'hui et comment sont obtenus les droits. Alors, quand on comprend les revenus, les trimestres et les points, il faut aussi malheureusement intégrer d'autres éléments, comme le plafond annuel de sécurité sociale, la durée d'assurance, le taux plein, les décotes, les minorations, les coefficients, les majorations et les âges. Vous avez entendu parler de l'âge légal, l'âge du taux plein euh, et l'âge du taux plein automatique, enfin, tous ces âges-là sur lesquels on va revenir. Donc, pour comprendre ces trois droits, revenus, trimestres et points, malheureusement, il faut intégrer aussi une matrice complexe qui vient perturber le calcul des pensions de retraite. Alors, reprenons les principes, les grands principes de la retraite de manière assez simplifiée. Première chose, c'est des tableaux que vous avez certainement vus sur Internet. Euh, euh, il faut donc considérer d'abord le nombre de trimestres à valider. Donc, c'est sur cette partie droite du tableau. Avant la réforme de 2023, qui n'était pas une réforme réelle, c'est juste une accélération, c'est
Born, dite Born, est une accélération d'une loi Touraine qui existait déjà. Bon. Le fait est que ça augmente le nombre de trimestres à valider, donc trimestre, pas annuité, encore une fois. Le nombre de trimestres à valider. Alors, convertible en annuité, vous me direz, d'accord, mais n'empêche que dans le calcul, ce sont des trimestres, pas des annuités. Donc, il y avait un nombre de trimestres à valider avant la réforme de 2023. Après la réforme, ça a augmenté. Et avec cette suspension, il y a eu une espèce de gel au milieu, là, à partir de la génération 64, en fait, appliqué sur la génération 63 jusqu'en décembre 65. Donc ça, c'est le nombre de trimestres à valider. Cela dit, il y a une chose très importante, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a trois natures de trimestres. Pour obtenir le nombre total qu'on vous demande, on va prendre en compte plusieurs natures de trimestres. La première nature de trimestre, c'est qu'on va parler de trimestres cotisés. Les trimestres cotisés sont les trimestres issus de cotisations, donc du travail. C'est-à-dire vous travaillez, vous cotisez sur un salaire ou un revenu et vous validez des trimestres. Trimestres cotisés. Les trimestres assimilés cotisés. Les assimilés cotisés, ce sont ceux qui sont pas forcément issus d'une cotisation pleine et entière d'un revenu, mais vous avez quand même une légère cotisation qui est prélevée sur un montant qui vous est versé, notamment comme par exemple l'indemnité chômage. C'est pas un salaire, c'est une indemnité sur laquelle il y a quelques petites cotisations et vous validez des trimestres assimilés cotisés. L'exemple, c'est quand on est indemnisé au chômage. Et puis vous avez les trimestres dits validés, qui ne sont pas issus de cotisation. Ça, par exemple, c'est quand vous n'êtes plus au chômage, malheureusement, enfin non indemnisé, bah, vous validez encore des trimestres, même si vous n'êtes plus indemnisé au chômage. Et donc, les trimestres validés dans la formule de calcul, on va le voir, reprennent les deux premiers et constituent un tout, mais on distingue bien les cotisés et assimilés cotisés des validés. Et on va le voir après. Donc, il faut comprendre trois natures de trimestres. C'est-à-dire que quand on regarde son relevé de carrière, son relevé de situation, il faut comprendre comment on a validé ces trimestres. Par cotisation, assimilé à une cotisation, ou est-ce que c'est simplement validé? Euh, c'est ça qu'il faut pouvoir déterminer. Alors, il y a une autre chose, quand on a dit que les revenus sont un droit, tout au long de votre carrière, on va retenir des revenus et on va faire, ce que vous avez déjà entendu 50 fois, évidemment, j'en doute pas, la moyenne des 25 meilleures années, qu'on appelle le revenu annuel moyen. Et c'est pour un seul revenu qui s'appelle le revenu annuel moyen. Alors, le revenu annuel moyen, là aussi, peut-être que je vais casser un mythe, ce n'est pas la moyenne de vos 25 meilleurs revenus, c'est la moyenne des 25 meilleurs revenus limités au plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond annuel de la sécurité sociale est limité chaque année. Si votre salaire le dépasse, on va ne retenir que le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, si votre salaire a toujours, depuis les 25 dernières années, qui sont éventuellement vos 25 meilleures années, était supérieur à ce plafond annuel, eh bien, on retiendra que les plafonds. Et je vais prendre un exemple pour être plus clair encore tout à l'heure. Et puis enfin, vous avez les points. Et effectivement, les points vont générer des pensions de retraite en fonction de la valeur du point au moment où vous sortez. Valeur déterminée par le régime en question. Agir Carco détermine une valeur, SIPAP détermine une valeur, et ainsi de suite. Et donc, c'est la totalité des points acquis sur toute la carrière. Donc, c'est plus une question de 25 années. C'est la totalité des points acquis sur toute la carrière qui vont être additionnés et multipliés par une valeur et éventuellement abattus, majorés, minorés, que sais-je. Mais je ne veux pas vous perdre. On parle juste de ça pour l'instant. Il faut comprendre aussi qu'il y a des périodes et des emplois qui se cumulent ou pas. Alors, il y a certains régimes qui ne s'additionnent pas, qui ne se cumulent pas. Un exemple, c'est que le régime, par exemple, de retraite de l'État, des fonctionnaires, ne se cumule pas avec les régimes général privés. On ne peut pas dire, bah, je fais du général, je fais du fonctionnaire, le tout va s'additionner et ça va me faire des pensions de retraite. Et ben non, ça sera bien distinct. Donc, il faut faire attention à ça et avoir certaines connaissances préalables avant le changement de régime ou bien, voilà, postérieur, mais en se disant, bon, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de cumul possible. Et parfois, c'est cumulable. Euh, mais je vous donne un autre exemple aussi, c'est que les carrières internationales, pardonnez-moi, il y a une faute de frappe, il manque un E. Les carrières internationales sont un exemple de périodes qui peuvent se cumuler ou je fais un petit focus là-dessus, parce que la carrière internationale, c'est intéressant. Il faut distinguer plusieurs régimes qui vont traiter la carrière internationale. D'abord, il y a celui qui est régi par le règlement européen. C'est le plus proche du nôtre, on va parler de celui-là. Le régime du règlement européen va permettre d'organiser le fonctionnement des périodes passées, de travail passé, par différents pays de l'espace économique européen. Donc, c'est pas que les membres de l'Union européenne, c'est aussi tous ceux qui sont intégrés dans l'espace économique européen. Toute période passée dans un pays de l'espace économique européen est transformable en trimestre pour les droits en France. C'est-à-dire que vous avez passé 4 ans en Allemagne, c'est 4 fois 4 et vous obtenez les 16 trimestres. Si vous êtes passé par
tel autre pays, on va rajouter à chaque fois, on convertir les périodes de chaque pays de l'espace économique européen en trimestres. Pas de problème. Si vous sortez de l'espace économique européen, vous avez par exemple, on est toujours très proche, le plus proche pays de l'espace économique, qui n'est plus dans l'espace économique encore, le Royaume-Uni. Et donc, si vous allez au Royaume-Uni, eh bien là, vous basculez dans ce qu'on appelle un régime de convention bilatérale de sécurité sociale. Donc, cette convention, qui peut être de trois types, je ne vais pas détailler les types, hein, c'est trop long ce soir, eh bien, selon les types, en tout cas, les périodes passées au Royaume-Uni peuvent être réintégrées de la même manière en trimestre. Mais on va distinguer certaines natures. J'illustre mon propos. Par exemple, si vous avez fait vos études en Allemagne, pendant vos études, il n'y a pas concrètement des cotisations réellement versées comme pour un travail. Mais les périodes d'études en Allemagne peuvent être réintégrées en trimestre en France, ce qui n'est pas le cas pour le Royaume-Uni. Vous voyez, donc il y a des petites distinctions à faire quand même dans la réintégration selon les natures de trimestre. Mais donc voilà, première chose, règlement européen qui gère ça, ou les conventions bilatérales de sécurité sociale. Il y a un peu plus de 40 pays qui ont souscrit, qui ont signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. Si vous passez par les États-Unis, Canada, le Brésil, que sais-je, là, tout cela, ce sont sous convention bilatérale de sécurité sociale. Et troisième régime, c'est celui qui n'est pas sous convention bilatérale de sécurité sociale. Si vous allez dans un pays qui n'est pas sous convention bilatérale de sécurité sociale, eh bien malheureusement, les périodes passées dans ce pays ne sont pas converties dans trimestre. Alors, je reviens sur les deux premiers régimes, parce que quand on parle de cumul, ce qu'on vient de se dire, bah, en fait, ça marche, hein, si c'est règlement européen, on intègre les périodes et on les transforme en trimestre. Si c'est en convention bilatérale de sécurité sociale, ça marche aussi. Oui, mais je vous ai dit, dans le règlement européen, on peut cumuler tous les pays qu'on veut. On peut avoir fait 10 pays de de l'espace économique européen, ça sera intégré et transformé en trimestre en fait. Pour la convention bilatérale de sécurité sociale, c'est différent, et surtout en fonction des types. C'est-à-dire qu'a priori, régime de principe, pas a priori, mais principe général, vous pouvez pas cumuler les périodes de deux pays sous convention bilatérale de sécurité sociale. J'explicite le point. Si vous passez 6 ans aux États-Unis et 7 ans au Canada, on ne retiendra que les 7 ans au Canada, pas les 6 ans au Canada, aux États-Unis, dans le calcul. Il y a des cumuls qui ne sont pas possibles. Vous pouvez cumuler tous les pays de l'espace économique européen, plus un pays sous convention bilatérale de sécurité sociale, ça marche. Les deux pays de convention, ça marche pas souvent à cause des types. Voilà ce qui est intéressant. Alors, j'enchaîne. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas effectivement à les poser dans le Q&A. Autre point, l'influence des trimestres validés sur les complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en fait, le régime de base, je vous ai dit, c'est le régime directeur. Vous vous souvenez, en introduction de cette présentation. Eh bien, le nombre de trimestres validés dans le régime de base va conditionner l'obtention du taux plein en régime complémentaire, pas du taux plein, de l'obtention des pensions pleines en complémentaire. Je vous ai dit, les complémentaires, ce sont des points et c'est fonction de valeur. Mais je vous ai dit aussi, malheureusement, on multiplie le nombre de points obtenus sur toute la carrière par la valeur qui est fixée l'année où on part à la retraite, mais qui peut subir des décotes, abattements, minorations. Eh bien, en fait, il s'agit bien de ce sujet-là, c'est-à-dire que si vous manquez des trimestres en régime de base quand vous partez à la retraite, il y aura une décote appliquée au calcul des pensions justice. Donc c'est pour ça qu'il faut soigner ces trimestres. Il faut faire gaffe et du moins mesurer l'incidence du manque de trimestres sur les régimes complémentaires qui très souvent, les régimes complémentaires représentent énormément, enfin la plus grosse partie de vos futures pensions de retraite. Il y a pour le moment, pour l'Agir Carco, pour les salariés, ça représente entre 60 et 80% des futures pensions de retraite. Donc, si c'est impacté par le manque de trimestres en régime de base qui est moindre, c'est quand même un peu dommage. Alors attention, il y a une chose que là est un peu difficile qui est un peu difficile de comprendre, c'est que certaines règles passées, qui n'existent plus aujourd'hui dans le fonctionnement du système de retraite, s'appliquent toujours au moment où vous partez à la retraite. Alors on dirait, ben ça c'est pas évident de pouvoir le déterminer. Oui, chacun ne va pas faire une veille sur une veille réglementaire sur le système de retraite en France, c'est un peu compliqué. Bon, il y a toujours une possibilité évidemment de questionner les caisses de retraite et de leur demander quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Mais je vous en donne une, par exemple. Avant 2019, et on va en parler juste après, vous validiez des points en Agir Carco sur trois tranches distinctes, enfin, de tranches de cotisation qui vous permettaient de valider des points dans chacune de ces tranches. Ça s'appelle la tranche A, B et C. Et après 2019, la C a disparu, la B aussi, et la A aussi. En fait, vous n'avez plus qu'une seule tranche d'obtention de points, et ça s'appelle les points Agir Carco. Et donc, en mélangeant tous ces tranches A, tranche B, tranche C qui ont été convertis pour obtenir une seule colonne de points Agir Carco, eh bien, vous ne voyez plus vos points en tranche C, qui pourtant sont toujours traités
différemment au moment où vous partez à la retraite. C'est un peu complexe, je viens l'entendre, mais il faut le savoir. Alors, je vous ai dit, il y a des décodes, des minorations, mais fort heureusement, il y a aussi des majorations. Ce qui me permet de faire un petit focus sur les majorations et celle qu'on connaît le plus, qu'on entend très souvent, c'est la majoration de trimestre ou de pension liée aux enfants. Alors, euh, parlons d'abord des majorations de trimestre. Les majorations de trimestre, c'est-à-dire que c'est la possibilité d'obtenir un nombre de trimestres défini selon les régimes, qui ne sont pas les mêmes, un nombre de trimestres, en fonction du nombre d'enfants eus et élevés. Donc, par exemple, le principe pour le salarié, c'est d'obtenir 4 trimestres pour avoir eu des enfants et 4 trimestres d'éducation. Ce qui est donc 8 trimestres par enfant qui sont en fait euh, immédiatement attribués à la mère. Mais la mère et le père peuvent décider l'attribution des 4 trimestres d'éducation, ou pas tout à fait les 4, mais une répartition, entre le père et la mère. Et ça peut être fait. Il y a juste la fenêtre de tir pour pouvoir le faire aujourd'hui. C'est dans les 6 mois du 4e anniversaire de l'enfant. Dans les 6 mois après le 4e anniversaire de l'enfant. Vous pouvez pas le faire avant, vous pouvez pas le faire après, vous avez 6 mois. Effectivement, la fenêtre de tir sur 40 ans et quelques de carrière est vraiment toute petite. Mais voilà, c'est possible. Donc il y a la majoration de trimestre. Et puis il y a aussi la majoration de pension. C'est-à-dire que si vous avez plus de 3 enfants, vous pouvez bénéficier, règle générale, elle varie un tout petit peu selon les régimes, vous allez bénéficier de 10% de majoration euh, grâce à ce principe d'avoir eu plus de 3 ans. Voilà. Alors, pour illustrer ensuite le principe de calcul des pensions de retraite, je vais me pencher sur le calcul au régime de base des salariés. Il illustre bien, en fait, le principe de fonctionnement du calcul de pension dans pas tous les régimes, mais c'est le principe général. Donc, je prends l'exemple du régime de base des salariés pour vous faire comprendre. Le calcul des pensions est le suivant. Vous vous souvenez, il y a le fameux revenu annuel moyen. Ce revenu annuel moyen, qui prend les 25 meilleures années, malheureusement limité au plafond. Donc, je vous donne un exemple. Le plafond annuel de la sécurité sociale en 2000 était de 26 892 euros. Donc, si à l'époque, votre salaire était de 30 000 euros annuel, brut, pour la retraite, on parle toujours du brut, hein, brut, 30 000, eh bien, on n'aura retenu que le 26 892. Si votre salaire était à 25 000, on aura retenu le 25. D'accord. Mais en 2026, le pass est à 48 060 euros. Donc, si votre salaire est à 60, 50, il est bien supérieur, et donc on va retenir le 48 660. Vous comprenez donc que le plafond augmente chaque année, mais si votre salaire est systématiquement au-dessus, on va retenir que les 25 meilleurs plafonds. Alors, si votre salaire est en dessous, on retiendra le salaire réel. Ensuite, il y a le fameux taux. C'est ce qu'on appelle le taux de liquidation. Ce taux de liquidation, c'est le rapport entre le nombre de trimestres validés, vous vous souvenez de 3 natures de trimestres, hein, donc c'est-à-dire qu'on prend tous les trimestres, ceux qui sont tenus sans cotisation et les autres, validés divisé par le nombre de trimestres demandés. Vous vous souvenez, là, pour les plus chanceux, c'est 172 trimestres à valider. Donc, on prend le nombre de trimestres que vous avez validés, qu'on divise par le nombre de trimestres demandés. Et ça fait un taux. J'y reviendrai. Et le dernier paramètre, dont on parle peu dans les médias en général et dans les communications, c'est la durée d'assurance, ou du moins parfois elle est mélangée. La durée d'assurance, c'est le rapport entre le nombre de trimestres cotisés, cette fois-ci, tout le monde mettra la courbe de nouveau, cotisés, assimilés, cotisés, donc on prend les deux, ne pas les valider. Donc le nombre de trimestres cotisés divisé par le nombre de trimestres demandés. Toujours, on l'a dit, 172. Et ça donne un coefficient. Donc ce coefficient n'est pas un taux. Alors la mauvaise surprise, c'est que et, vous, ancien de Télécom Paris, vous savez a priori pas mal calculé, mais là je vais aussi casser non pas un mythe, mais une réalité, c'est que l'algorithme appris, euh, pardon, euh, l'arithmétique, pardon, que vous avez appris en primaire, eh bien, au regard du système de retraite français, est faux. Pourquoi? Parce que le nombre de trimestres validés divisé par le nombre de trimestres demandés, si vous obtenez les 172 trimestres sur les 172 qu'on vous demande, 172 divisé par 172, ça fait 0,5. Donc le taux de liquidation plein, 172 divisé par 172, c'est 50%. Ah, ça, c'est le taux plein en France. Et donc la durée d'assurance, en revanche, c'est un coefficient qui fera bien 1 si vous obtenez les 172 divisé par 172. Si vous avez 171 divisé par 172, ça fera 0,99. Si pour le taux, il vous en manque un aussi, 171 divisé par 171, vous perdrez 0,625% par trimestre encore. Mais je vais en parler dans l'illustration qui vient. Prenons cet exemple, même calcul. Pour cette personne qui est née en 73, qui a un salaire de fin de carrière de 45 000 euros et qui a eu 2 enfants.
Si à 64 ans, elle totalise 150 trimestres, il va être ajouté 16 trimestres. Vous savez, 8 trimestres par enfant, U et élevé. La mère la garde. 2 fois 8, ça fait 16, plus 150, 166 trimestres. Donc, dans le calcul, le revenu annuel moyen est de 32 000 euros. Donc ça, je vous prie de le croire parce que je vous ai pas fait la moyenne des 25 meilleurs plafonds. Mais c'est, voilà, on obtient 32 000 euros de revenu annuel moyen. On va multiplier par 50%, mais pas tout à fait 50%, parce qu'il lui manque 6 trimestres de 166 pour arriver à 172. Donc on va multiplier par 0,625. Son taux est de 46,25. 32 000 multiplié par 46, 25%, multiplié par 0,96 parce qu'il manque des trimestres. Mais heureusement, les trimestres de majoration pour enfants comptent comme trimestres assimilés cotisés. Et le résultat, c'est 14 208 euros brut par an. Petite précision, la charge sociale sur 14 208 euros, c'est 9,1% aujourd'hui, voilà, pour le régime de base. Donc c'est pas le même changement social que sur un bulletin de salaire qui est aussi entre 22 et 25%. Donc là, c'est 9,1%. Donc après un salaire de 45 000 euros, elle obtient 14 208 euros brut de pension annuelle. Voilà pour l'illustration. Ensuite, je vais vous parler du régime complémentaire des salariés. Et avant de vous parler du calcul, je vais illustrer par ce petit schéma ce que je vous disais à l'instant sur la réforme qui a eu lieu en 2019 et qui a un peu perdu en définitive dans la compréhension de nos points Agir Carco. Et du moins, si vous ne l'aviez pas trop senti, je tiens à vous sensibiliser du moins sur ce sujet. Avant la réforme de 2019, qui était prévue par un accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015, vous aviez deux régimes distincts. Le régime ARCO, qui était destiné à tous les salariés, et le régime AGIRC, qui était destiné aux cadres. Donc les non-cadres restaient en ARCO, et les cadres cotisaient en ARCO et en AGIRC, et les cadres sur A, B et C. La cotisation était fonction du montant du salaire lié au plafond annuel de la sécurité sociale, donc sur une première tranche à un plafond, deuxième tranche B à quatre plafonds et huit plafonds pour obtenir la tranche C. Et en passant, au-delà du huit plafonds, vous cotisez à fond perdu. Donc si votre salaire est supérieur à 360 000 euros à peu près, eh bien, vous cotisez à fond perdu. Euh, Presque de la solidarité. Eh bien, ça c'était avant 2019. Et après 2019, vous avez toujours deux tranches de cotisation, mais une seule colonne de points Agir Carrefour. Avant, vous voyez distinctement les trois tranches. Maintenant, vous n'en voyez plus qu'une. Alors, je vous ai mis la petite formule de conversion des points Agir Carco si vous voulez, eh bien, tenter le calcul. Mais ce qui m'intéresse ce soir, particulièrement, et je m'attarderai moins sur la formule de conversion, c'est effectivement la formule de calcul des pensions brutes annuelles, qui est le nombre de points obtenus sur toute la carrière, depuis le premier boulot, multiple, même le job d'été, le stage, hein, peut valider des points, multiplié par la valeur du point qui donne des pensions brutes annuelles. Celle-ci, le résultat pension brute annuelle, peut être décoté, abattu, minoré en fonction du nombre de trimestres que vous avez validé en régime de base. La valeur du point 2025 à Carco est de 1,4386. Il a été maintenu en 2026. Donc, il n'a pas bougé. Il faut comprendre ça. Enfin, comment comprendre ça? Ça veut dire que ceux qui vont ou qui ont liquidé en 2026 euh, eh bien, verront leur pension de retraite égale en somme à ceux qui ont liquidé en 2025, sauf que en 2026, ils auraient subi plus d'inflation que les précédents. Bref, c'est pas forcément quand le montant ou la valeur du point stagne, c'est pas très bon signe. Et ces pensions, je vous disais, représentent entre 60 à 80, 90% des futures pensions de retraite. Voilà pour les deux modes de calcul que nous avons vus. Et donc, je vous ai décrit un tableau très, euh, c'est une boîte, c'est carré, c'est la règle, c'est le droit français. Et avec le droit français, bah, il faut suivre la règle. Oui, c'est vrai. Mais en définitive, ce que je voudrais vous présenter ce soir dans les 20 dernières minutes qui nous restent avant les questions, c'est que finalement, c'est vrai que le principe du vrai luxe, c'est d'avoir le choix. C'est que vous avez, oui, certains choix à faire. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir et particulièrement au travers de questions d'abord, et ensuite je l'illustrerai avec des exemples de cas réels. Première question à se poser, c'est, vous l'avez compris après mon exposé, est-ce que mes droits sont bien enregistrés? Mes revenus, mes trimestres et mes points. Alors, revenus, bon, c'est le plafond. Si je suis au-dessus, je sais retrouver le plafond annuel et donc me dire que je pourrais valider mon revenu, s'il est bien enregistré. Les trimestres, bon, voilà, le principe c'est d'envoyer des 4 par an, pas plus, évidemment.
Si j'en ai moins, je peux me poser une question. Alors, comment se poser la question? En fait, il faut savoir, et ça se trouve sur Internet aussi, que la validation de trimestre tout au long de sa carrière est une notion comptable, pas de temps, comptable. C'est pas parce que vous travaillez 3 mois, puis 3 mois, que vous obtenez 2 trimestres. 2 fois 3 mois, 2 trimestres. Non. Au cours de votre carrière, la validation de trimestre est une notion comptable en ce sens que c'est lié au montant de revenus que vous percevez. En somme, pour faire simple, en 2 mois d'activité sur l'année, sur les 12 mois, en fonction de votre revenu, c'est-à-dire un minimum, par exemple, pour 2025, c'était un minimum de 7 200 euros brut à peu près. Donc, si vous perceviez sur 2 mois 7 200 euros brut, sans travailler du tout le reste de l'année, vous validiez quand même 4 trimestres. Donc, c'est une question de montant. On peut valider 4 trimestres en 2 mois d'activité. Donc, tout au long de sa carrière, c'est vraiment une question comptable. Donc, vous pouvez vérifier si effectivement, en fonction de ce montant, vous avez bien validé vos 4 trimestres. Deuxième question, si possible, est-ce que je dois continuer en fin de carrière à cotiser dans le même régime? Il y a une vraie question en France, et c'est un peu malheureux, de l'emploi des seniors, des expérimentés, comme on dit encore, euh, en France. Et c'est vrai, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il est vrai qu'on constate aujourd'hui que les 55-60 ans en France sont dans l'emploi à hauteur de la moitié, 50%, un peu moins même, et que les 60-64 ans sont dans l'emploi à hauteur de 33%. Il n'y a que 33% des 60-64 ans qui sont dans l'emploi. Donc la question souvent, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de ma fin de carrière? Et donc l'enjeu, c'est est-ce que je cotise absolument dans le même régime? Je continue à être salarié coûte que coûte, mais si je change de régime, que se passe-t-il? Euh, et sinon, dernier réflexe, c'est si je peux pas aller au bout, est-ce que je peux racheter des trimestres pour éviter, comme l'a dit Guillaume Roquebert, de perdre en régime de base et en régime complémentaire s'il manque des trimestres. Alors je vais répondre à ces questions-là sont légitimes, elles sont un peu subjectives, mais elles sont aussi pratiques. Et en fait, il faut se dire que bah, je vous apprends rien. Le principe, c'est mieux on cotise, mieux c'est. Mais je veux me pencher sur la question des rachats de trimestres parce qu'elle est souvent cruciale en fin de carrière. Déjà, mon conseil à moi, c'est un peu un débat d'experts, mais il n'empêche que moi, mon conseil, et en fait on se rejoint souvent et on peut d'autres experts, mon conseil, c'est que le rachat de trimestre, ça se fait au tout dernier moment. Ça se fait pas, ça se fait pas 6 ans avant, 10 ans avant, ça se fait pas à 30 ans. Le rachat de trimestre, ça se fait vraiment au dernier moment pour plusieurs choses. D'ailleurs, d'abord pour être certain que la valeur de ces rachats de trimestre a une incidence réelle connue et dans les règles, dans le droit, la réglementation actuelle. On sait ce que ça va valoir. Donc ça, c'est mon premier argument. Parce que si vous l'achetez à 30 ans, vous ne saurez pas ce que ça vaudra 35 ans après. Et je vous donne un autre exemple, c'est que cette accélération de la loi Touraine dont on a parlé dans la loi Borne de la réforme 2023 a voulu décaler l'âge de 62 ans à 64 ans. Donc vous allez être obligé de travailler, on est d'accord, entre 62 et 64 ans, pour qui l'âge légal, maintenant, c'est 64 ans. Avant, c'est 62. Et entre 62 et 64 ans, on gagne 8 trimestres. Vous êtes d'accord? 63, 64 ans, on gagne 8 trimestres. Euh, donc ces 8 trimestres, vous êtes bien obligé de les travailler. Et si vous les avez rachetés avant, 10 ans avant, 8 trimestres, en fait, vous les avez achetés pour rien, puisque de toute façon, vous êtes obligé de les faire, de les travailler. Vous voyez que anticiper trop tôt un rachat de trimestre, ça sert à rien. Et je vais continuer sur l'intérêt du rachat de trimestre grâce à un exemple qui suit. L'autre question, c'est à quelle date prendre sa retraite? Eh ben, d'abord, sachez que le principe, c'est qu'on ne peut prendre sa retraite que le premier d'un mois que l'on choisit. Ça peut pas être le 4 juin, c'est soit le 1er juin, soit le 1er juillet, soit le 1er août. L'autre petit conseil que je vous donne, c'est qu'il vaut mieux viser le premier jour du premier mois d'un trimestre, donc le premier jour d'un trimestre. C'est simple. Pourquoi? Parce que l'année de départ à la retraite, la validation de trimestre ne se fait plus comptablement. Je viens de vous dire que pendant toute votre carrière, vous ne validez le trimestre que comptablement. Mais l'année de départ à la retraite, là, si vous partez au 1er octobre de cette année, il faut travailler chacun des mois et chaque trimestre pour valider 1, 2, 3 trimestres. Vous voyez, si vous liquidez au 1er octobre, vous ne validerez que 3 trimestres. Si vous liquidez au 1er janvier 2027, vous validerez bien 4 trimestres si vous voulez travailler de l'année 2026. Donc l'année de départ à la retraite, la validation de trimestre se fait en temps, ça se fait plus comptablement. Et donc, bah, l'intérêt, c'est éventuellement de liquider au premier de l'année, puisqu'au moins vous allez valider les 4 trimestres de l'année précédente. Voilà. Alors l'autre question, c'est est-ce que je dois absolument viser le taux plein? Bah, pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Pourquoi je pose cette question? Dans la mesure où je viens de vous dire que si vous manquez de trimestres, ça vous pénalise dans le calcul des pensions de retraite au régime de base, mais aussi au régime complémentaire. Oui, mais
En revanche, voilà, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que j'ai pas intérêt à percevoir mes pensions de retraite plus tôt? Bah, est-ce que vraiment le différentiel entre partir plus tôt, percevoir des pensions de retraite plus vite, et absolument viser le taux plein, sachant dans la situation dans laquelle je suis de ma carrière, je suis pas forcément au bon endroit, je suis pas très à l'aise, j'ai peut-être, je suis plus au chômage d'ailleurs, donc bon, j'ai peut-être plutôt intérêt à percevoir mes pensions de retraite plus tôt. Notre question, c'est de travailler plus. On dit, bah oui, non, mais on sait bien quand même que plus on travaille, plus on cotise, plus, a priori, on a une meilleure pension de retraite. Oui, mais pour combien? Et là, je challengerai plutôt ceux qui sont dans un statut autre que salarié ou peut-être ceux qui, parmi vous, ou celles qui peuvent gérer leur rémunération. En fait, quand on est en fin de carrière, par exemple, on peut se dire, alors là, je vais me prendre une rémunération merveilleuse, je vais viser un poste avec une rémunération merveilleuse, mais dans l'objectif seul de pouvoir cotiser plus et percevoir de meilleures pensions de retraite. Bon, ça peut être un objectif louable. Cela dit, il faut comprendre qu'un régime de retraite en France n'est rentable qu'après 5 à 7 ans de cotisation. Qu'est-ce que je dis par là? Je dis qu'en gros, si vous avez 62 ans et 9 mois, et vous pouvez partir à la retraite, vous dites non, non, je vais travailler 2 ans de plus à fond, comme ça va augmenter une pension de retraite à fond. Ben, la réponse est non, non, non. Enfin non. La rentabilité de cotisation voudrait que vous fassiez 5 ans de plus ou 7 ans de plus pour être certain que ce que vous avez versé vous génère effectivement une vraie augmentation de pension de retraite qui soit rentable. Donc vous voyez, les questions à se poser, de se dire, ben non, je vais pas faire plus, je vais percevoir des pensions de retraite plus tôt. Ben, je vais liquider plus tôt, et éventuellement, je travaillerai en cumul emploi-retraite, qui est un autre sujet, et un gros sujet, vu l'actualité réglementaire. Alors, viser le taux plein, bah oui, mais peut-être aussi qu'on peut simplement changer de statut. Faut se dire, je suis salarié aujourd'hui, et je vais peut-être changer de statut, c'est-à-dire que pour finir ma carrière, je vais être indépendant, je vais faire une nouvelle activité, ou alors j'ai un réseau, un peu qui arrive, j'ai des super compétences, je vais pouvoir faire une petite activité de fin de carrière. Voilà. Bon, il y a tous ces sujets-là, et de retraite progressive et de cumul emploi-retraite. Je vais passer aux exemples pour illustrer ce que je viens de vous dire. Alors, prenons un exemple au travers de profil, ce cadre, qui était donc cadre depuis le début de sa carrière en 80, avait fait son service national en 1976 et il avait validé des points dans toutes les tranches. Et en fait, en se penchant sur son dossier, il s'est rendu compte d'abord que, eh ben, il lui manquait des points tranche B, mais c'était plus visible puisque maintenant on a qu'une colonne à dire quartier. En fait, en décomposant, c'est évident, il manque plein de points tranche B entre 80 et 95. Et puis en plus, ils sont tout petits, ils n'arrêtent pas de baisser entre 95 et 2000. Alors moi, mon revenu entre 95 et 2000 a toujours augmenté. Donc c'est les petits conseils que je vous donne pour le contrôle de vos points. Faites un contrôle de cohérence. Vous sortez tous vos bulletins de salaire de décembre, par exemple, sur lequel normalement vous avez le cumul annuel brut, base, sécurité sociale. Vous dépassez décembre, parfois c'est janvier suivant, ou novembre avant. Vous prenez ce cumul annuel et vous regardez l'évolution de la courbe de vos revenus au fur et à mesure de votre carrière. Bon, c'est un travail, hein, faut faire ça sur 40 ans, 45 ans, un peu moins peut-être. Et puis, vous regardez l'évolution de vos points à Carco en fonction de l'évolution de vos revenus. Si vos revenus augmentent, les points augmentent ou stagnent parfois, mais voilà, ça baisse pas. Si vos salaires baissent, effectivement, ça descend. Donc, quand on connaît ce principe-là, pardonnez-moi, après, il suffit, eh bien, de faire ce contrôle de cohérence. Donc, lui, il avait trouvé ça, et ben oui, il a obtenu son taux plein un an avant parce qu'il a pu faire réintégrer le service national actif, qui n'est pas toujours intégré dedans, 4 trimestres grâce à son service national, et il a obtenu 38 000 euros de pension annuelle récupérée. C'est énorme, hein, 38 000 euros. Et en plus, sur 20 ans, ça fait 760 000 euros. Voilà, premier exemple de vérification de ses droits. C'était mon premier conseil. Deuxième conseil, quand vous êtes en fin de carrière, malheureusement, parfois, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, on peut se trouver dans une situation de chômage. Alors, cette personne qui a eu 2 enfants en 16 trimestres de majoration, grâce aux 2 enfants, 133 trimestres validés, a une carrière de cadre et se trouve au chômage à 60 ans et 3 mois. 60 ans et 3 mois, elle est au chômage. Son indemnité chômage va porter sur 27 mois. Alors attention, parce que là, il vient d'avoir une réforme du chômage en avril 2026 qui rabat un peu les cartes de tout ça, mais mon exemple n'est pas complètement faux, parce que quand on a plus de 57 ans et qu'on est licencié, euh, on peut obtenir euh, les 27 mois d'indemnisation chômage toujours. Alors les autres règles ont changé, je suis navré, je peux pas aborder les autres règles maintenant. Je sais que ça a diminué drastiquement selon l'âge et la nature de rupture de contrat, le nombre de mois d'indemnisation. Mais là, dans mon exemple, il est toujours bon. Elle se fait licencier. Elle a plus de 57 ans, elle va percevoir 27 mois d'indemnisation chômage. Donc entre 60 et 3 mois, elle va obtenir jusqu'à 62 ans et 6 mois son indemnisation chômage et elle aura obtenu 9 trimestres. Donc ça va s'ajouter aux 133, 133 plus 16 de majoration, plus 9 d'indemnisation chômage, ça fait 158. Et oui, mais on lui en demande 169 à cette brave.
personne. Et bien, du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle va avoir l'âge légal 62 ans et 6 mois. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qu'on appelle la convention CNAV-UNEDIC, Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'organisme qui verse pour France Travail des indemnités chômage. Et ils vont dire, bah, vous n'avez pas tous vos trimestres à 62 ans et 6 mois, qui est votre âge légal. Ça fait au moins un an que vous êtes indemnisé au chômage. Alors, on va maintenir votre indemnité chômage jusqu'à ce que vous ayez tous les trimestres, c'est-à-dire pendant 11 trimestres. Et donc, ça veut dire 2,5 ans d'indemnité complémentaire non dégressive. Donc, elle aura été au chômage entre 62 ans et 3 mois, et plus 2 ans, c'est-à-dire jusqu'à 65 ans. Voilà pour les aménagements de carrière, parce qu'il faut savoir, notamment quand on est malheureusement au chômage. Alors, cette personne-là a eu deux choix. Elle a eu trois enfants, elle n'a pas eu de trimestre, puisqu'effectivement, c'est un homme, il est père de famille, donc il peut pas avoir les trimestres. Du moins, ils n'ont pas décidé avec la mère de ses enfants. 160 trimestres validés, il a une carrière de cadre, mais il se dit là, moi, je veux lever le pied, j'en peux plus. Donc, premier choix, c'est qu'il va négocier une retraite progressive avec son employeur. C'est-à-dire qu'il passe à temps partiel entre 40 et 80%, et en plus, il va percevoir 60 à 20%, en fonction du temps partiel, de sa retraite calculée à date. Donc, ça sera pas le cumul revenu de temps partiel plus le bout de retraite, ne sera pas équivalent au dernier revenu temps plein, et on est d'accord. Mais déjà, ce sera plus que le temps partiel. Et au bout de la durée déterminée, eh bien, on liquide définitivement ses pensions de retraite. Et en plus, pendant la période de retraite progressive, l'employeur peut verser des cotisations comme s'il était à temps plein. Donc, il n'y a pas de perte de droit à retraite dans toute cette période de retraite progressive, même si on est à temps partiel. Le deuxième choix qui s'est offert à lui, c'est qu'il dit, bah, en fait, je vais créer une société de conseil, j'ai des talents, j'ai des compétences. Je sais qu'il me faut un revenu annuel de 7 128 euros brut dans l'année. Alors ça, c'est un chiffre de 2025, pardonnez-moi, je ne l'ai pas actualisé en 2026, mais c'est à peine plus, un peu plus. Euh, S'il gagne 7 128 euros brut dans l'année, il valide 4 trimestres. Et tout son enjeu, c'est de valider 4 trimestres. Et donc, voilà, son activité de conseil, elle n'a pas besoin d'être ultra florissante. Il va pouvoir bénéficier, en déclarant un revenu annuel de 7 128 euros, de 4 trimestres dans l'année, et il va arriver à l'âge légal au taux plein. Et il obtiendra le taux plein. Alors attention, il y a effectivement le statut de la société et comment on calcule le poids de la charge sociale, j'entends. Alors le rachat de trimestre, on en parlait à l'instant, donc cette personne a eu 8 trimestres, 148 trimestres validés, 8 trimestres pour enfants, parce que malheureusement, eh ben, cette personne est veuve et donc a obtenu des pensions, notamment dans ce cas-là, hein, a obtenu 4 trimestres d'éducation par enfant qu'il a éduqué seul, ayant perdu la mère de ses enfants. Euh, il n'obtiendra que 164 trimestres à 62 ans et donc il décide de racheter les trimestres. La question, c'est combien racheter de trimestres? Quelle option? Est-ce que je vais pouvoir bénéficier de mes pensions à taux plein partout? Et surtout, est-ce que je souhaite travailler au-delà de l'âge légal? Et donc, avec ces questions-là, la réponse elle a été suivante, c'est qu'il a pu racheter les trimestres pour obtenir à sa date de départ le taux plein et bénéficier d'un cumul emploi-retraite plein. Alors là, je vais aborder deux sujets, pardonnez-moi, en même temps et on va s'arrêter là. Le premier sujet, c'est que combien de trimestres à racheter? Bah, c'est a priori celui dans la limite de 12, c'est notre limite aujourd'hui, on rachète trimestre pour année d'études ou période lacunaire. On rachète 12 trimestres, ça coûte cher, mais c'est 100% déductible du revenu imposable. Premier levier. Deuxième levier, ça augmente vos pensions de retraite, ça vous permet de partir plus tôt. Ça, c'est le deuxième levier. Ensuite, il y a l'autre sujet, c'est que là, en 2026, si vous rachetez le trimestre et que vous partez à la retraite avant le 1er octobre de cette année, alors c'est un peu court, je vous l'accorde, mais si vous décidez de partir au 1er octobre, et que vous rachetez les trimestres, en fait, vous allez pouvoir bénéficier d'un cumul emploi-retraite libre et non limité. C'est-à-dire, vous allez pouvoir cumuler vos pensions de retraite et un revenu, quel qu'il soit, sous quelle forme, quel que soit le statut social, sauf si vous êtes chez votre dernier employeur, c'est un autre cas, entièrement, sans limite. Par contre, si vous décidez de partir à la retraite à partir du 1er janvier 2027, il y a dernière, la dernière loi de finances de sécurité sociale qui a été votée dernièrement, ils ont parlé Pierre-Xavier à l'introduction, eh bien, limite maintenant ce cumul emploi-retraite à partir du 1er janvier. C'est un peu absurde, hein, pour vous donner mon avis, c'est même complètement débile. Mais limite tellement qu'en fait, il est presque impossible de pouvoir cumuler emploi et retraite à partir du 1er janvier 2027, et ce jusqu'à ses 67 ans. C'est-à-dire qu'en somme, si vous gagnez plus de 7 000 euros par an à partir du 1er janvier 2027 en cumul emploi-retraite, vos pensions de retraite sont suspendues.
Alors, c'est plus précis comme règle, mais en gros, retenez celle-là. Et qu'à partir de 67 ans, vous pouvez cumuler emploi retraite tant que vous voulez. Donc, c'est une incitation à travailler jusqu'à 67 ans, ou bien, en tout cas, à ne pas travailler avant 67 ans. Bon, après, les règles du droit français sont celles que l'on connaît. Elles sont pas faites du tout pour être contournées, jamais. En revanche, ben, il y a des moyens d'organiser ce cumul emploi-retraite, peut-être en attendant patiemment 67 ans. Voilà. On va passer aux questions-réponses. J'avais d'autres exemples, notamment de changement de statut social. Vous aurez la présentation et ça c'est assez explicite de toute façon. Et donc on va passer aux questions-réponses. Euh, on va ouvrir les questions-réponses et vous répondre. Alors, dans les questions-réponses, il n'y a rien du tout. Je vais ouvrir le chat, ce sera plus simple. Et je crois que voilà, vous avez donc des questions ou des commentaires. Donc je les prends dans l'ordre. J'ai appris une réforme à venir pour le cumul emploi-retraite. Et oui, tout à fait. Alors plus que pénalisant, c'est que c'est très compliqué. Alors c'est pas seulement si on a tous ces trimestres, c'est tout simplement parce que euh, à partir du moment où vous décidez d'engager un cumul emploi-retraite, si vous liquidez à partir du 1er janvier 2027, vous avez effectivement cette limite de revenu qui est drastique jusqu'à 64 ans, puis jusqu'à 67 ans, qui fait que c'est très compliqué de mettre en œuvre. Un cumul emploi-retraite, bon, il y a toujours des solutions, mais c'est compliqué. Pour une carrière mixte publique-privée, s'il n'y a pas de cumul, ça signifie que le calcul s'applique d'une manière normale pour chacun des régimes, oui, et sera donc défavorable au global, car ça comptera pour de retraite à un taux incomplet. Oui, la synthèse, c'est un peu ça. Exactement. Y a-t-il une convention bilatérale de sécurité sociale avec la Suisse? Alors la Suisse fait partie de l'espace économique européen, donc c'est le règlement européen qui s'applique. Il manque des trimestres dans mon relevé de carrière. Ça fait 4 ans que j'essaie de rectifier ça, mais je me trouve devant un mur administratif. Oui, c'est compliqué. J'ai fait toutes les démarches possibles, il reste encore des erreurs. Et maintenant, vous êtes en retraite progressive à partir de septembre 25. Il manque toujours des trimestres. Oui. La commission de recours amiable, c'est une façon, il faut se saisir, il faut faire des saisines de commission de recours amiable, ça c'est sûr. Et la réponse, vous l'attendez toujours. Il faut savoir que la commission de recours amiable a 2 mois euh, pour porter sa réponse. Si les 2 mois sont passés, c'est qu'a priori, il refuse la sollicitation, la saisine. Et donc, il faut maintenant saisir le médiateur de la caisse de retraite en question. Donc là, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, vous saisissez le médiateur qui étudie votre dossier et il va vous dire si vous avez raison ou pas et d'insister. Et dans ce cas-là, lui peut aller et vous-même refaire une saisine de la commission d'emploi. Mais c'est très casse-pied et je comprends les 4 ans que vous attendez. Malheureusement, c'est trop fréquent. Euh, Et c'est vrai que, en définitive, les caisses de retraite, c'est pas moi qui le dis là cette fois-ci, c'est pas ma critique perso, c'est le patron de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui, il y a pas très longtemps, auditionné par la commission, par le Parlement, précisait que bah oui, il n'avait plus les moyens ni les compétences ni l'organisation pour répondre à toutes les sollicitations et toutes les demandes, et donc il traitait prioritairement les dossiers, c'est-à-dire bah, ceux qui partent à la retraite, il les traite et quand ils sont à peu près à jour, ils traitent les dossiers plus anciens, enfin, plus jeunes. Comment on mâche la surcote de l'âge légal et dépasser le nombre de trimestres minimal? Oui, alors effectivement, chaque trimestre cotisé au-delà de l'âge légal, et dans la mesure où vous avez obtenu tous vos trimestres à l'âge légal, à chaque trimestre cotisé au-delà, vous avez une surcote qui va s'appliquer avec un taux qui est appliqué sur vos pensions de retraite. Euh, je vous le disais, hein, même en cas de surcote, ça va pas énormément changer le montant de vos pensions de retraite. Ça change tout de même, ça l'augmente, hein, tout à fait. Euh, mais c'est effectivement tout trimestre. Le principe de la surcote, c'est tout trimestre cotisé au-delà de l'âge légal et parce que vous avez toujours tous vos trimestres, eh bien, vous allez surcoter. Alors, je vois, oui, alors, voilà, je donnais comme conseil de saisir le médiateur, c'est malheureusement déjà fait. Alors oui, je suis vraiment navré, c'est Didier qui pose la question. Alors ça, c'est pas normal. Si le médiateur vous a peut-être pas répondu non plus. Alors, le médiateur, faut le relancer tout le temps. Alors, deux options. Le médiateur vous a répondu, c'est pas normal que ça ne puisse pas, ça n'ait pas agi immédiatement auprès de la commission de recours amiable qu'il faut ressaisir. Et s'il ne vous a pas répondu, alors là, c'est un autre défaut et il faut le relancer tout le temps. J'ai pas malheureusement d'autres solutions à vous proposer. Ce n'est que de leur rappeler leur obligation à la caisse de retraite qu'ils doivent modifier et corriger. Alors, une autre question. J'ai travaillé 2 ans et demi au Royaume-Uni entre 97 et 99, donc avant Brexit, bien sûr, et je vais pouvoir récupérer mes trimestres. Oui, tout à fait. Tout ce qui est avant Brexit était régi par le règlement européen.
Donc là, vous n'avez aucune difficulté pour réintégrer votre vie. Effectivement. Autre situation, retraite progressive à partir du 1er janvier 27. Si pendant la retraite progressive, la société est reprise et que la nouvelle direction met fin à la coopération, faudrait-il négocier une rupture conventionnelle? Alors, ouais, ça, il y a deux questions que vous posez et très intéressantes. Euh, Mettre fin à une retraite progressive, c'est effectivement possible. Je ne sais pas quel est exactement le contexte du contrat du contrat de la l'AMEX qui a été fait pour la retraite progressive. Parfois, elle prévoit une durée fixe de retraite progressive. Si c'est pas le cas, oui, ça pourrait s'arrêter. Dans ce cas-là, on va parler du mode de rupture de contrat. La rupture de contrat, c'est un vrai sujet et on se dit toujours est-ce qu'il faut de la rupture conventionnelle ou du licenciement. Après, tout ça appartient à de la négociation, comme vous le suggérez. Et effectivement, c'est de la négociation. On ne peut pas toujours obtenir un licenciement et parfois la rupture conventionnelle est plus facilement obtenable. Sachez que les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle sont d'abord chargées socialement et fiscalement. Donc pour vous, c'est pas un intérêt. Et en plus, que verse l'employeur, pour lui aussi, ça n'a pas d'intérêt, ça coûte très cher. Souvent, il est plus intéressant de négocier un licenciement, vraiment, dans tous les cas, et notamment, c'est pas toujours envisageable, hein, je ne vous vends pas le truc en disant ça y est, c'est bon, c'est facile à faire. Souvent, en allant jusqu'à la conciliation, cela vous permet non seulement de bénéficier d'une indemnité légale ou conventionnelle, mais en plus des indemnités dites transactionnelles, qui elles sont peu ou pas soumises à charge ou à fiscalité. En première approche, pour faire une simulation, identifier les meilleurs leviers stratégiques pour une fin de carrière, y a-t-il des sites ou organismes que vous recommandez? C'est une bonne question. En fait, vous avez raison. Est-ce qu'on peut consulter un site qui permet de faire un peu des leviers, machin, tout ça? Non, je n'en connais pas qui soit gratuit. Euh, Vous avez des simulateurs en ligne, hein, sur les institutions. Euh, je dirais que je répondrai, et vous comprendrez ma réponse, je pense, que dans la matière, faire des simulations et des estimations, ça peut donner une indication, j'en conviens. C'est pas très sérieux forcément. Voilà. Voilà, écoutez, il est 29. On aura des difficultés à répondre à une autre question. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions, c'était très intéressant. Ah, je vois quand même que Didier précise la situation du médiateur. Et oui, ouais, ouais, bon, bah voilà. Ben, malheureusement, relancer le médiateur, je n'ai pas d'autre solution. Enfin, en tout cas, pas de solution dans votre situation à vous proposer. Nous avons une armada de façons d'agir auprès de la CNL, de la CRA et du médiateur, mais bon. Mais je vous en prie, merci à vous tous, merci infiniment. Comme Pierre-Xavier vous disait, la présentation vous sera diffusée. Elle est une diffusion restreinte, si vous voulez bien. Elle est réservée aux alumni de Télécom. De Télécom. Merci infiniment, très bonne soirée, et puis Très peut-être à bonne bientôt. soirée à tous et n'hésitez pas à nous contacter pour des questions. On sera ravis de d'y répondre. Un premier rendez-vous est offert, voilà, pour faire le point sur votre situation. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Merci. Au revoir.